J'ai eu un moment de panique. J'ai tout de suite compris que c'était un accident qui était assez grave et que je ne pouvais plus bouger aucun membre. Donc plus de sport, plus de vie sociale, plus de rencontres, une vie compliquée. Je ne veux en aucun cas oublier ma vie d'avant, qui était ma vie de valide. Je considère que c'est une deuxième vie que j'ai à l'heure actuellement. La Terre s'arrête de tourner à tous les points de vue. Le trou noir, j'étais au fond d'un trou, vraiment juste impossible à vivre. Mais comment je vais faire? Tout s'arrête. Donc je dois réapprendre à m'asseoir, réapprendre à retrouver un équilibre, réapprendre à m'habiller, réapprendre à conduire, réapprendre à cuisiner. C'est vraiment un cataclysme. Et en même temps, c'est possible. Il y a un accident, un drame, en un dixième de seconde, on n'est plus la même personne. Il y a des gens qui sont déprimés, des gens qui vont réagir d'une façon violente. Mais nous, on est là pour vraiment prendre toute la quintessence de leur force, de leur capacité pour les emmener vers le haut. Et on se rend compte que parfois dans des situations extrêmement dramatiques, les gens arrivent à retrouver en eux une force qui va leur permettre un cheminement. Encore, bien grand. Bien. Bien. Le maître mot, c'est de répéter, d'essayer de stimuler un maximum, que ce soit avec les tapis roulants, que ce soit avec nos mains, que ce soit avec les nouvelles technologies. Et souvent, on arrive quand même à de belles évolutions. Avec chaque fois, le but, c'est que le patient puisse retourner quand même vers sa maison, vers son lieu de vie, et d'essayer de retrouver une qualité de vie qui pourrait lui correspondre au mieux. On essaie d'avoir une écoute attentive parce que c'est quand même une clé aussi de la revalidation. C'est le bien-être du patient. Au mieux il est, au plus il arrive à faire des choses aussi. Je voulais savoir si vous vous sentiez capable de passer à 4 demi-jours par semaine. Est-ce que ça vous paraît faisable ou c'est encore trop tôt? Ça peut faire beaucoup, effectivement. Si vous préférez que lors de la réunion avec votre employeur, on propose encore un mois au rythme actuel. L'endurance reste un problème majeur, quoi. J'ai vraiment la conscience que je peux pas en faire de trop non plus, et puis je me sens pas capable non plus. Vous voyez, c'est ça aussi. Mais le patient doit être participatif et doit être actif tout au long du processus pour pouvoir évoluer de la meilleure façon possible. Et pour soutenir le patient, il faut que la famille et ses proches soient autour de lui pour permettre de faciliter la mise en place des adaptations au domicile quand elles sont nécessaires et pour apporter tout ce soutien psychologique dont le patient a énormément besoin. J'ai fait un AVC il y a 3 ans. J'étais en chaise roulante. Il y a des phases où vous faites beaucoup de progrès. Donc ça veut dire que vous réalisez beaucoup de choses vite. Et puis à un moment donné, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de progrès. Et alors à ce moment-là, le moral en prend un coup. Premier travail pour pouvoir faire de la revalidation, c'est de prendre conscience des difficultés. Parce qu'un patient qui n'en a pas conscience ne va pas être motivé par la revalidation, ne va pas comprendre ce qu'on lui propose. Pour certains patients, on n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire une chose maintenant, aujourd'hui, qu'on n'y arrivera pas demain. Selon l'endroit où se situe la lésion, on peut avoir des troubles cognitifs qui sont très différents. On peut avoir des troubles de production des mots, de compréhension des mots, des troubles de la mémoire, de l'attention, de la concentration, de la vision, du comportement. Et tous ces troubles, a priori, ils ne se voient pas, ils sont invisibles, mais ils n'en sont pas pour autant moins handicapants. Et donc on va faire tout le travail d'évaluation et de rééducation de ces troubles cognitifs. On commence un peu avec du café? Non? Avec le yaourt? Voilà, super. Ne plus pouvoir boire et manger normalement, c'est aussi se couper d'une certaine vie sociale et familiale. Et ça peut être aussi difficile pour les patients. Voilà, prenez bien le temps. Moi, juste comme ça, je regarde un peu comment ça se passe quand vous avalez. Voilà, très bien. Moi, je décris la rééducation de la déglutition comme une espèce de, entre guillemets, kiné de la bouche et de la gorge.
On va rééduquer les muscles de la langue, les muscles du pharynx, avec des exercices musculaires de tonicité, de mobilité, de sensibilité également. Tirez-moi la langue bien loin. Très bien. Et maintenant, on va la rentrer ensemble. Donc vous rentrez la langue. Très bien. Super. C'est difficile? Oui. Vous voulez qu'on fasse une petite pause? Oui. Ici, nous faisons tout pour pouvoir permettre à notre patient de pouvoir remanger et reboire par la bouche de manière sécurisée, d'éviter les fausses routes et donc les infections respiratoires liées à ça, et aussi de retrouver le plaisir de manger et de partager ce moment en famille avec ses proches, ou tout simplement même quand on peut permettre aux patients de remanger de façon sécurisée par la bouche, c'est une jolie victoire. Garde ton bras, on va juste bien le remettre. Oui. Ou le couper, c'est comme tu veux. On fait une visite à domicile avec le patient, l'entourage du patient. Ça dure plus ou moins une après-midi puisqu'on prend le temps pour qu'on puisse analyser les difficultés. On peut faire des mises en situation douche, habillage. Souvent un objectif principal chez nos patients. On peut aller faire des mises en situation en transport en commun, faire des courses à l'extérieur. On essaye de mettre en situation toutes les tâches du quotidien qui sont importantes pour la personne. Imaginons que le patient devra adapter son domicile, adapter sa voiture, adapter son poste de travail. C'est mettre en place des aides ménagères pour la personne âgée ou la personne qui est immobilisée pendant un certain temps et qui a besoin d'être aidée par rapport à ses actes de la vie journalière. Ça peut être l'aide familiale qui va être mise en place. Ça peut être le kiné qui va passer au domicile. Est-ce qu'on parle alors d'assistance, de coach? Je ne sais pas très bien quel est le terme le plus adapté. Mais c'est d'essayer d'accompagner les personnes afin de permettre à ces personnes de s'intégrer le mieux peut-être dans la société et de répondre au mieux aux questions qu'ils peuvent avoir à un moment donné. Notre travail vise vraiment à stimuler les fonctions qui sont altérées, mais en considérant aussi les forces, c'est-à-dire les fonctions préservées chez nos patients, et en tenant compte aussi des forces et des limites, parfois définitives, de la plasticité cérébrale. Et donc notre travail va vraiment être personnalisé, donc avec chaque patient, mais en considérant aussi chaque famille dans le processus de prise en charge. Et donc moi je dis toujours, voilà, l'union fait la force, on sera patient, famille et thérapeute ensemble dans la même direction. Ce que vous allez faire, c'est qu'au centre, vous allez toujours garder vos yeux au centre de l'écran, d'accord? Prêt? Je suis prêt. Ok, on est parti. Ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est apparu sur le côté droit, vous avez chaque fois réagi et vous avez bien réagi. Vous avez réagi vite, pas de souci, vous avez appuyé sur le bouton. Mais par contre, vous voyez que tout ce qui est sur la partie gauche, donc à partir vraiment de la moitié de l'écran, tous les -1, ce sont les points que vous n'avez pas vus. Donc c'est pas un problème au niveau des yeux, c'est un problème au niveau du traitement de l'information au niveau du cerveau. Il n'est pas rare que les patients nous appellent, que ce soit pour prolonger leur prescription de séance qui arrive au terme, pour avoir des rendez-vous. S'ils nous appellent, c'est qu'ils ont des soucis. Ce qui est vraiment intéressant dans notre travail, c'est de se sentir utile. On peut aider les patients pour leur démarche administrative, de sorte qu'on sache qu'ils seront remboursés à heure et à temps. C'est un sentiment important dans son travail de pouvoir être utile. Il y a 2 ans, je me dégradais progressivement par une poche de sang dans le cerveau et j'ai été opéré. J'ai fait 5 mois d'hôpital et environ 1 an et demi de kiné. J'ai eu une aphasie, ça a duré quelques jours d'après mes souvenirs. Il faut savoir que j'ai la moitié de la face qui m'embête et la moitié de ma bouche qui est morte, la moitié de ma langue aussi. Je suis exceptionnellement bien rétabli si on compare d'où je viens là. Alors si je reprends ici, insomnie. Hein? Insomnie.
On essaye, on s'entraîne. Fièvre. Quand je me vois, je me revois prendre des objets, je me dis mais c'est comme un gosse, on est là comme un robot en train de viser l'objet comme un gosse. Et c'est le faire et refaire et faire et refaire quoi. Il n'y a pas de secret, pas lâcher. On est fatigué, bon on arrête 2 minutes, on y reprend. Quand j'ai réussi à faire la pince avec le pouce et l'index, ben, ça a été l'euphorie parce que je me dis wow, je suis rentrée, j'ai montré à mon mari, regarde, je sais faire la pince, wow, c'est génial. Enfin, je crois qu'il faut s'émerveiller de tout quand on est arrivé là parce que il n'y a pas de petits progrès. Un progrès, c'est un progrès. Je pense qu'un médecin ne peut jamais être désespéré ni fataliste et donc on est là surtout pour veiller à apporter la meilleure qualité de vie des personnes à court, moyen et long terme. Ça, c'est notre premier travail. Et de fait, on a des parcours de personnes qui ont été en réadaptation qui nous épatent. Maintenant, on doit surtout être respectueux de chacun. Il y a des personnes qui sont capables de faire preuve de beaucoup de résilience et donc d'adaptation à une nouvelle situation et qui ont des parcours extraordinaires. D'autres ont plus difficile, mais on doit surtout les respecter et les aider en fonction de leurs besoins qui peuvent varier tout au long de leur parcours de réadaptation. C'est quand même rare qu'un patient demande d'avoir un psychologue. Ce n'est pas encore tout à fait dans notre société à nous d'avoir cette idée-là et de pouvoir la formuler. Ça fait un peu peur d'aborder certaines choses et de pouvoir le faire accompagner, de pouvoir le faire dans un cadre de sécurité. Et bien, ça permet de pouvoir dire des choses tellement importantes mais qui sont parfois difficiles à formuler tout seul. Oui. On est pleinement engagé, on est pleinement avec l'autre pour essayer un peu de dénouer, d'avancer, de trouver un chemin, de construire du sens là où parfois c'est tout bousculé. Si le matin le patient était vraiment déprimé, avait un coup de mou, moi je peux téléphoner à mes collègues ergo, à ma collègue psychologue en disant bah, écoute là, le monsieur ou la madame ne se sent pas bien, il a besoin d'aide, il a besoin de toi et c'est comme ça qu'on communique. Mon sentiment par rapport au personnel médical est très positif. Je veux dire que c'est eux qui m'ont tout appris, qui ont été d'une patience, d'une reconnaissance, d'une acceptation sans limite de mon état au jour le jour. Donc en même temps ils m'ont encouragée, en même temps ils ont entendu mon découragement. C'est indispensable d'avoir une équipe qui soit vraiment à l'écoute. C'est énorme. Les soignants dans un service de réadaptation sont des soignants comme dans n'importe quel service hospitalier, mais ils ont une spécificité en plus, c'est d'accompagner le patient dans l'acceptation de son handicap, dans ses espoirs de récupération et aussi dans sa détresse quand les séquelles seront importantes, voire définitives. Le handicap entraîne une modification du corps, de sa perception, et donc il faut prévenir les complications comme les escarres, les infections urinaires, et il y a tout ce travail éducatif à faire. D'accord, ça va? Parfait. Voilà. Donc il y a vraiment un lien qui s'établit entre le soignant et le soigné qu'on ne retrouve pas nécessairement dans un autre service d'hospitalisation. Ça fait 4 ans que j'ai subi une intervention pour une prothèse de genou. J'ai attrapé un staphylocoque. J'ai subi 10 opérations en tout. Et ici, on a dû amputer. Au début, ça a été dur pour moi parce que, bon, me voir sans une jambe, c'était un peu difficile. Mais maintenant, je m'y fais, je suis autonome, je me lave toute seule, je fais tout toute seule. Ça commence à aller. Dimanche, j'ai la visite de mes petits-enfants. Je vais leur dire que c'était trop dur de vivre avec ma jambe et que j'ai été obligée d'amputer et que maintenant, je serai plus avec eux que je ne l'ai été pendant 4 ans. J'irai promener avec eux et on sera vraiment ensemble. Le plus difficile, sans doute, c'est de se projeter dans l'avenir et de se dire quelle vie va encore être possible, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment. Ça, c'est sans doute le plus terrible pour les patients et c'est peut-être alors là notre travail de les informer, de les éduquer, eux et leurs proches,
pour leur dire il y a encore une vie qui est possible, il est possible d'avoir une qualité de vie, mais peut-être qu'elle va être différente d'avant. Et c'est tout le défi de l'ensemble de nos équipes de faire ce long parcours avec les patients pour leur rendre la meilleure vie possible à moyen et long terme. Jamais lâcher, jamais lâcher. Quand on veut, on peut. Et j'adore cette phrase, je souhaite à personne ce qui m'est arrivé, mais je souhaite à tout le monde de voir la vie comme je la vois actuellement.